La parole est maintenant à Madame Sylvie Robert pour le groupe socialiste et républicain. Vous avez 10 minutes. Bien. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, la plus sacrée, la plus personnelle de toutes les propriétés est l'ouvrage, fruit de la pensée de l'écrivain. Comme il est extrêmement juste que les hommes qui cultivent le domaine de la pensée qui tirent quelques fruits de leur travail, il faut que pendant toute une vie et quelques années après leur mort, personne ne puisse disposer sans leur consentement du produit de leur génie. Je pourrais continuer ainsi, mais je ne vais pas le faire. Pour vous dire que ces mots, c'est Isaac Le Chapelier, député de l'Assemblée constituante, qui expose les fondements du droit d'auteur introduit dans la loi de janvier 1791. Dès l'origine, celui-ci est conçu comme le juste compromis entre les deux objectifs distincts, aucunement contradictoires, rémunération du créateur pour son œuvre et, d'autre part, son exposition au plus large public. Comme il est éclairant de constater qu'en un peu plus de 2 siècles, les soubassements du débat n'ont finalement que peu évolué. Les avancées techniques et technologiques ont certes actualisé et affiné les enjeux, mais in fine, la problématique centrale reste la même. Plus que tout autre, la révolution numérique a exacerbé la tension entre respect du droit d'auteur et accès à l'information. Cet idéal d'accessibilité infinie à des continuums multiples sous-tend la philosophie originale d'Internet, pensée comme un espace complètement ouvert, déréglementé. Et cette vision a d'ailleurs instillé une culture de la gratuité et donné l'impression aux utilisateurs que tout était libre de droit. Et ce phénomène a été accentué par l'effet réseau propre au numérique. Le partage instantané continu de connaissances ou d'actualités s'est trouvé démultiplié. Les réseaux sociaux ont même renversé le paradigme, car avec l'aspiration des données personnelles toujours plus nombreuses et des algorithmes plus sophistiqués, ce n'est plus l'usager qui part à la recherche de l'information, ce sont les réseaux qui la lui apportent. Naturellement, ces mutations très rapides ont ébranlé l'économie des médias, et notamment pour le secteur de la presse. Je rappellerai, mais vous l'avez dit, 7 milliards d'exemplaires de journaux étaient écoulés en 2009, aujourd'hui c'est 4 milliards. Recettes publicitaires ont chuté de 7,5% par an, et dans le même temps, le marché de la publicité numérique augmente de 12% par an. Il était donc indispensable que le législateur intervienne afin de mieux réguler l'ensemble de la chaîne et que le partage de la plus-value entre les journalistes, les photographes, les agences ou éditeurs de presse et les plateformes tirées des contenus soit équitable. Et la présente proposition de loi, que je salue, participe de cet rééquilibrage global et s'inscrit dans la tradition française de défense du droit d'auteur, sans lequel les créations de l'esprit seraient limitées. C'est une PPL qui vise donc à établir un droit voisin. Elle est une réponse aux pratiques courantes consistant à reproduire les photos, les articles, les caricatures, les vidéos publiées par des médias sans en avoir leur autorisation. Et si ces procédés sont générateurs de richesse pour les plateformes, en particulier grâce aux snippets, ils induisent un manque à gagner, on l'a dit, considérable pour la presse, qui en l'état est dans la capacité juridique d'opposer un droit à rémunération pour des contenus pourtant créés ou légalement acquis. Alors cette PPL, c'est d'abord une question de justice. La justice étant définie par Benjamin Franklin comme le fait de ne jamais faire de mal à autrui, soit en causant une perte réelle, soit en privant un gain légitime. Or, les agences et les éditeurs de presse sont aujourd'hui privés de ce gain légitime et doivent faire face à une captation de la valeur dérivant de leur travail par des intermédiaires qui le mettent à disposition sur le web. Donc c'est une question de justice, mais c'est aussi, ce texte, un moyen de valoriser l'activité des métiers et le métier de journaliste notamment. À l'heure où tout le monde peut être producteur, diffuseur de contenu, sans hiérarchisation de leur pertinence, il est fondamental de mettre en lumière le rôle essentiel d'éditorialisation des titres de presse. Le rapport Franceschini, que vous connaissez, qui a été adressé au Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique en février 2018, souligne que la création d'un droit voisin est, je cite, « la reconnaissance du rôle indispensable et de l'importance du métier de l'éditeur de presse pour assurer l'exercice du droit à l'information ». Il s'agit donc d'un enjeu démocratique d'autant plus éminent que les infox, on le sait, prospèrent aujourd'hui. Alors conférer ce droit implique en aval que les agences et les éditeurs de presse se montrent plus responsables dans la qualité de l'information produite. Certains, on le sait, d'aucuns ont exprimé des craintes quant à leur éventuelle dégradation, une course au clic pouvant s'engager en vue d'obtenir davantage de recettes. Il est possible de rétorquer alors que les médias d'information générale affrontent d'ores et déjà cette situation par l'intermédiaire des snippets sans que pour autant le traitement de l'actualité ne soit détérioré. Au contraire, nombre d'entre eux ont mis en place des modules pour combattre les contre-vérités et apporter des éléments factuels aux citoyens. Le modèle économique de la plupart de ces titres repose sur les abonnés qui attendent un professionnalisme et des analyses argumentées et détaillées. Faire montre de légèreté du jour au lendemain pourrait s'avérer contre-productif, alors on est confiant.
L'article 3 de la PPL ouvre aussi la possibilité aux éditeurs et aux agences de presse de déléguer la gestion de leurs droits à des organismes de gestion collective. À cet égard, de par les retombées financières, il peut être espéré vraiment que les moyens de rédaction progressent, augurant d'une amélioration substantielle de la qualité de l'information. Autant dit, c'est un cercle vertueux qui peut vraiment être enclenché. À cet égard, le mode de gestion collectif en plein essor suite à l'avènement du numérique présente aussi beaucoup d'avantages. Fluidifier l'accès au contenu, l'usager n'ayant plus des démarches particulières à faire auprès des médias, mais surtout il représente un poids devant les GAFAM pour rééquilibrer le rapport de force et garantir aux éditeurs et aux agences de presse une rémunération plus équitable. En étant regroupés, leur pouvoir de négociation sera d'autant plus important que s'ils pouvaient aller tout seuls dans des négociations ou individuellement. Alors, l'un des débats autour de cette PPL a un trait à la durée. Je ne vais pas y revenir, c'était 50 ans, il y a eu 20 ans, on va parler de 5 ans dans les amendements. Soyez clairs que, sans préjuger de leur issue, il ne faut pas que ce sujet soit un point d'achoppement. Et donc, ce qui apparaît vital, c'est l'ouverture de ce droit voisin et ce signal politique qui est envoyé. Nous n'abandonnons ni le secteur de la presse, ni les médias traditionnels, car les pouvoirs publics n'ont pas abdiqué face à l'omnipotence des GAFAM. L'État a un pouvoir de régulation, il a un pouvoir de protection. Et cette protection légitime accordée aux agences et aux auditeurs par l'octroi d'un droit voisin revêt donc un intérêt démocratique, vous l'avez dit mes chers collègues, dans l'Union européenne aujourd'hui. Faut-il mentionner que dans plusieurs pays, la dérive de l'état de droit constaté passe par l'affaiblissement des médias, et on le sait, des nouvelles règles qui, à un moment, captent le secteur. Donc derrière cette disposition de cette PPL, au-delà des problèmes techniques, des dispositions financières, ce qui est en jeu, c'est notre faculté à maintenir notre modèle démocratique que les médias et les journaux, par leur indépendance et le pluralisme des opinions qu'ils expriment, participent à faire vivre. C'est une composante cardinale qui est menacée car l'information véridique, on le sait, est de plus en plus balayée et il faut absolument retrouver les termes d'un débat démocratique où il y a des vigies et le respect des règles déontologiques. Alors, je ne vais pas revenir sur le port du trilogue, on le sait. Cette proposition de loi, nous avons l'opportunité d'agir dès à présent en faveur de la presse et de remettre de l'équité dans l'ensemble du système. Nous serons fidèles à la tradition de la France en première ligne. Merci, cher auteur, co-auteur, cher collègue David Assouline, pour défendre le droit d'auteur de façon raisonnée. Et puis, puisque je fais vite, mais je voudrais quand même vous dire un petit mot de Beaumarchais en 1791 qui disait à l'Assemblée nationale contre l'usurpation des propriétés des auteurs par les directeurs de spectacles, « Ma propriété seule, comme auteur dramatique, plus sacrée que toutes les autres, car elle ne me vient de personne, n'est pas sujette à contexte pour dol ou fraude ou séduction, car l'œuvre est sortie de mon cerveau. » Merci beaucoup. Merci.